Bonjour à tous, je m'appelle Sabour Abdelhamid, je suis consultant en monétique et moyens de paiement chez Monécor, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la monétique et les nouvelles technologies. Donc le but de cette présentation est de se concentrer sur les nouvelles mutations apportées par la nouvelle directive de services de paiement, ADSP2. Dans un premier point, je vais essayer de clarifier les nouveaux statuts et rôles introduits par la DSP2. Dans un second point, je vais clarifier et vulgariser les nouvelles notions introduites par la DSP2. Je vais vous parler de tout ce qui est APIisation, des intermédiations, open banking, etc. Et dernièrement, je vais vous parler des différents impacts de la DSP2 sur le modèle traditionnel bancaire. Donc, la DSP2 est la nouvelle directive européenne des services de paiement. C'est en effet une réglementation qui évolue pour favoriser l'ouverture des banques, ou plutôt l'ouverture du système d'information des banques aux nouveaux acteurs tiers de paiement. Et il tourne autour de trois axes. Le premier axe oblige l'authentification forte. Donc la DSP2 parle de SCA, de Strong Customer Authentication. Donc c'est une authentification qui nécessite l'utilisation de moins deux facteurs d'authentification. Le deuxième axe concerne le renforcement des droits des consommateurs, car la DSP2 va interdire la surfacturation ou ce qu'on appelle le surcharging, qui est déjà interdit en France, bien notamment. Et la DSP2 va aussi abaisser et réguler les frais de transaction. Plus tard, on va détailler ce point au cours de notre présentation. Et on va parler aussi des raisons et des causes de cette régulation des frais des transactions. Il va abaisser également la franchise des victimes de paiement frauduleux, puisque la DSP1 avait fixé le montant de la franchise restant à la charge du client à 150 euros. Avec la DSP2, cette franchise a été abaissée à 50 euros. Le troisième axe, qui est le plus important par rapport à cette mutation, la DSP2 favorise la concurrence en ouvrant le marché des paiements aux acteurs tiers qu'on appelle TPP, ou bien Third Party Provider, qui jouent le rôle de fournisseurs tiers de services de paiement. Donc la DSP2 reconnaît deux nouveaux statuts. Ici on parle d'initiateur de paiement, ou bien PISP, Payment Initiation Service Provider, qui sont des prestataires d'initiation de services de paiement. On parle aussi de AISP, ou bien Accounts Information Service Provider, qui sont des agrégateurs de comptes, ou bien prestataires de services d'agrégation de comptes. On va détailler le rôle de chacun de ces nouveaux statuts au cours de notre présentation, bien évidemment. Alors, on a dit que la DSP2 favorise la concurrence en ouvrant le marché des paiements à des nouveaux acteurs TPP, qui peuvent, après avoir obtenu bien évidemment le consentement des consommateurs, accéder aux informations des comptes de leurs clients par un canal sécurisé. Donc ici on parle d'API, d'HTTPS et de TLS, et on parle aussi du protocole OAuth 2, la version 2 du protocole OAuth. Donc les banques, les institutions bancaires sont obligées d'ouvrir leur système d'information pour que ces fournisseurs tiers de services de paiement puissent accéder aux données comptes de leurs clients, au travers bien évidemment des API que les banques sont obligées de mettre en place et qui sont obligées aussi de suivre le standard qui a été confié à STET pour ces API et qui répondent aux besoins de ces acteurs tiers. Alors, et pour rappel, ici, on voit que depuis l'entrée de la DSP1 en vigueur en novembre 2009, elle avait pour principal objectif l'introduction des PSP. Donc, les PSP, c'est des prestataires des services de paiement. Et elle avait aussi comme objectif la mise en place de la zone SEPA afin d'accélérer les paiements dans l'Union européenne. Donc, comme vous voyez sur ce schéma, depuis 2009 jusqu'en 2017, il y avait plusieurs modifications, plusieurs propositions de révision. Jusqu'en janvier 2018, la DSP2 est entrée en vigueur et avait pour principal objectif, comme on vient de mentionner,
l'obligation de l'authentification forte, renforcement des droits des consommateurs et l'introduction de nouveaux acteurs dans le marché des paiements. Une date aussi à retenir, c'était le 13 mars 2018. Donc l'ABE, ou bien l'Autorité bancaire européenne, a élaboré les RTS. Donc ce sont les normes techniques de réglementation pour la DSP2. Et l'entrée en vigueur est prévue pour le 14 septembre 2019. Voilà. Donc on passe au diapo suivant. Donc tout à l'heure, on a évoqué plusieurs notions et j'avais parlé d'APIisation d'API. Donc comme vous savez, l'API est une interface de communication par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. Et on a aussi parlé de l'open banking. Donc l'open banking, c'est le fait que les banques sont obligées de partager leurs données avec des fournisseurs tiers de services. Comme on a évoqué tout à l'heure, donc on a évoqué les agrégateurs de comptes et les initiateurs de paiement. Donc ils sont obligés de partager leurs données au travers des API fournis par la banque elle-même. Comme vous voyez sur ce schéma, donc on voit que la banque peut mettre en place plusieurs Open API destinés à différents usages et qui correspondent au standard API DSP2. Et on peut trouver des API destinés aux initiateurs de paiement et des API destinés aux agrégateurs de comptes, que ce soit pour le transfert d'argent, achat en ligne, ainsi de suite. Alors, on a aussi parlé des nouveaux acteurs du marché de paiement, notamment des AISP. Donc, c'est les agrégateurs de comptes qui offrent à leur clientèle un service digital visant à consolider et délivrer des informations sur un ou plusieurs comptes de paiement détenus auprès d'un ou plusieurs établissements bancaires. Par exemple, en France, on a des applications mobiles comme Banking, Nixo, Budgea et Gérer mes comptes qui constituent les 4 principaux agrégateurs bancaires français. On a aussi parlé des initiateurs de paiement ou bien des PISP, donc Payment Initiation Service Provider, qui sont des initiateurs de paiement et qui offrent un service qui consiste à initier un ordre de paiement à la demande d'un utilisateur concernant un compte de paiement détenu auprès d'un ou plusieurs établissements. Ces établissements, ils gèrent, en fait, ce sont des gestionnaires de comptes qu'on appelle aussi des ASPSP, donc Account Servicing Payment Service Provider, et qui consistent à la fourniture et le maintien d'un compte de paiement pour un utilisateur final. Donc dans le monde, on trouve plusieurs applications qui peuvent faire office d'initiateur de paiement. On parle de MyBank, SlimPay, Trustly, SoFort et WorldPay. Donc on peut trouver plus. On a aussi mentionné que les API permettent d'adresser les usages différemment. Prenons comme exemple, comme vous voyez sur cette présentation, donc l'exemple de la plateforme Twitter. On constate que le site web est utilisé seulement par 25% des utilisateurs et on y trouve seulement les fonctionnalités de base, tandis que les API Twitter, qui sont des applications offrant des usages sur la base du service proposé par Twitter, comme exemple les notifications pour certains types de tweets, constituer des listes. Et ces services-là, ils sont utilisés à peu près par 75% des utilisateurs. On peut donner comme deuxième exemple l'API Google Maps, qui est très utilisé par les développeurs et surtout par ceux qui font de tout ce qui est géolocalisation. Donc cette API, Google Maps plutôt, il était gratuite. Donc, et dernièrement, Google il a décidé en fait de facturer le nombre d'appels à cette API. Donc afin qu'un développeur puisse l'utiliser dans sa propre application. Donc Google va facturer en fait le nombre d'appels que cette application tierce fait à l'API Google Maps. Alors, donc on a
on a dit que les banques doivent impérativement ouvrir leurs données au travers des API. Donc, d'un côté, on a les banques qui sont dans un contexte d'incertitude, d'inquiétude pour la sécurité et de crainte de concurrence. De l'autre côté, on trouve les partenaires, les fintechs, qui veulent accéder aux données bancaires pour offrir leurs propres services, et les clients aussi qui sont intéressés par des services à valeur ajoutée et, qui sont aussi intéressés par la transparence. Donc, comme je viens de signaler actuellement, il existe des solutions techniques de contournement basées sur le web scraping qui consistent notamment à extraire les données des clients directement sur un site web. Donc cette technique peut être expliquée par le parcours client suivant. Alors ici, comme vous voyez sur cette présentation, donc la première étape, il consiste toujours à sélectionner les banques à agréger. Deuxièmement, donc l'utilisateur doit fournir ses identifiants et ses mots de passe de chaque compte ou bien de chaque banque choisie à cette application tierce. Et au travers en fait la technologie du web scraping, donc l'application tierce va se connecter sur le site web de la banque d'origine. Il va extraire les informations et il va les afficher comme vous voyez ici sur l'étape numéro 4. Donc il va récupérer toutes les informations des différents comptes des clients, il va les afficher sur sa propre interface. La quatrième étape peut permettre à cette application de jouer le rôle d'un initiateur de paiement, donc en effectuant un virement instantané d'une banque A vers une banque B, ainsi de suite. Donc ici on voit que le point faible de cette authentification classique basée sur le web scraping donc, réside dans le fait que les banques ne peuvent pas savoir si c'est l'utilisateur qui a accès ou bien une application tierce. On peut ajouter à ça le fait qu'il n'y a pas de garantie sur la fiabilité des données récupérées. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne en fait la solution traditionnelle. Donc ici, dans le même exemple, si on prend comme exemple l'application Bankin, donc actuellement Bankin est basé sur la technologie du web scraping. Donc comme on a dit tout à l'heure, après l'identification du client, donc la collecte des données via le web scraping. Donc Bankin il peut aussi fournir ces informations à d'autres entreprises tierces donc qui veulent en fait récupérer ces données afin de fournir des services à valeur ajoutée aux utilisateurs. Donc ici on a fait à peu près le tour de cette technologie, donc cette authentification qu'on va dire classique. Alors donc ce qui se passe en France et en ce qui concerne le marché de paiement français, le mandat de spécification d'un standard d'API a été confié à STET. Donc comme vous savez, STET c'est le système technologique d'échange et de transfert et une première version a été publiée en 2017 et un groupe de travail a été formé au CNPS, donc au Comité national des paiements scripturaux. Ce groupe de travail il associe à la fois les banques, les chefs de file bien évidemment, STET et les représentants des principales fintech françaises. Donc ces travaux ils ont abouti à la publication de la version 1.4 de ce standard qui constitue en fait le standard à mettre en place pour le 14 septembre 2019. Donc au niveau de ce standard, on trouve trois approches pour mettre en place bien sûr l'authentification forte. Donc la première solution c'est l'approche par redirection. Alors comme vous voyez ici, l'approche par redirection, donc la seule différence avec la solution qui est basée sur le web scraping, donc avec la redirection, donc l'application tierce du TPP donc ne demande pas aux utilisateurs la saisie de ces identifiants et ce mot de passe pour accéder ou pour extraire ces données directement sur le site web de la banque. Donc juste après, ici ce qu'on voit, la différence c'est que juste après le choix des comptes bancaires à agréger,
Donc l'utilisateur sera directement redirigé vers l'interface de sa banque d'origine afin de procéder à l'authentification forte. Juste après la validation de l'authentification forte par la banque, par le gestionnaire de compte directement, donc l'utilisateur sera redirigé encore une fois vers son interface TPP afin de voir ses comptes agrégés ou bien pour effectuer un virement. Donc avec l'ADSP2, donc la seule contrainte c'est que l'utilisateur doit renouveler en fait son authentification forte chaque 3 mois. Donc et du coup euh, on constate que cette approche complexifie un peu l'expérience client en obligeant l'utilisateur à quitter l'interface TPP pour procéder à l'authentification forte au niveau de l'interface de son gestionnaire de compte. Alors, voilà, donc toujours dans le même contexte de l'approche de redirection, donc il faut identifier déjà trois acteurs. Donc la banque à travers laquelle on fait l'authentification forte, les TPP qui récupèrent juste les comptes bancaires à agréger, et l'utilisateur final qu'on appelle PSU, donc pour Payment Service User. Alors, ce qui se passe, donc après l'accord ou le consentement du client avec une signature d'un accord de contrat, l'utilisateur sélectionne ses comptes à agréger. Juste après, il sera redirigé vers l'interface de son ASPSP, donc l'interface de sa banque, et du coup l'utilisateur va quitter son interface TPP pour accéder à l'interface de sa banque directement afin de faire l'authentification forte. Juste après la validation, donc la banque va envoyer un token d'accès via le protocole OAuth 2 qu'on a évoqué tout à l'heure, et du coup le TPP aura accès aux données compte de l'utilisateur. Donc à chaque opération, à chaque type d'opération, par exemple agrégation de compte ou bien initiation de paiement, on peut envoyer un token d'accès ou plus un refresh. Donc ça c'était un petit résumé par rapport à l'approche de redirection. Donc la deuxième approche qui a été en fait notifiée par STET, donc c'est l'approche découplée. Donc on a le processus d'authentification qui est aussi traité par le gestionnaire de compte, donc le ASPSP. Donc les fournisseurs tierces de services de paiement TPP, ils vont capturer un identifiant de l'utilisateur qui sera traité par le gestionnaire de compte, par la banque, afin de reconnaître sans ambiguïté le PSU, donc l'utilisateur final, et transmettre cet identifiant à l'ASP. Donc cet identifiant qui sera capturé par le TPP et sera transmis par la suite à la banque afin que la banque puisse reconnaître le TPP, puisse valider, faire les vérifications nécessaires sur ce TPP, vérifier le contrat qu'il a avec l'utilisateur, ainsi de suite. Alors, à la base de cet identifiant, donc l'ASPSP, donc le gestionnaire de compte, déclenchera une authentification forte du client via un dispositif ou une application découplée, ce qui signifie que l'utilisateur ne quittera pas l'interface TPP pendant le processus d'authentification. Voilà. La troisième solution qui a été proposée par STET, ou bien le troisième standard proposé par STET, c'est l'approche intégrée. Alors, donc ici, le processus d'authentification est complètement géré par le TPP, c'est-à-dire par l'application tierce qui va demander à l'utilisateur final de récupérer, qui va lui demander tout simplement son identifiant et son mot de passe. Donc les éléments de l'authentification forte. Donc il a besoin de deux facteurs d'authentification au minimum. Donc ici par exemple il va demander à l'utilisateur ou bien il va transmettre directement à la banque par exemple un code PIN de déverrouillage de son téléphone, ou bien
et ou bien un facteur de possession, par exemple un mot de passe à usage unique qui a été envoyé par l'ASPSP, donc sur un périphérique ou une application distincte appartenant à l'utilisateur. Euh, un deuxième exemple, on peut avoir une réponse à un défi qui a été envoyé par le gestionnaire de compte sur un périphérique, une application distincte aussi, et qui appartient à l'utilisateur. Voilà. Durant cette première partie de cette présentation, on a essayé de clarifier en fait les nouveaux statuts et rôles introduits par la DSP2. Donc, on a parlé d'initiateur de paiement et d'agrégateur de comptes et de gestionnaire de comptes. On a essayé aussi de clarifier les nouvelles notions introduites par la DSP2. On a essayé de clarifier un tout petit peu la notion de l'open banking, de l'APIisation, de tout ce qui est fintech. Et au cours de cette troisième partie, on va se concentrer sur les impacts de la DSP2 sur le modèle traditionnel bancaire. Le premier constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que la DSP2 va amener une réglementation sur la désintermédiation, c'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire des banques qu'on reconnaît des concurrents, des nouveaux acteurs qui ont une puissance de feu très considérable. En prenant par exemple et en parlant et en termes de capitalisation, on a Google avec 800 milliards de dollars, Facebook environ 500 milliards de dollars et la BNP qui est la première banque européenne avec 85 milliards de dollars. Et si on parle en termes de trafic Internet, on constate que Facebook est à peu près à 1,2 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde et Société Générale avec 30 millions d'utilisateurs actifs. Donc on voit bien qu'on est sur un rapport qui est extrêmement défavorable par rapport à la puissance de feu de ces nouveaux acteurs qui, quand ils rentrent sur un marché, touchent la multitude, c'est-à-dire ils ont déjà une base de clients énorme. Ce qui oblige les banques à revoir leur business model. Car avec l'ouverture des données, ces nouveaux acteurs, GAFAM et FinTech bien évidemment, vont proposer des nouveaux services innovants, mais aussi les mêmes services que les banques. Ce qui va expliquer que les prix vont être tirés vers le bas. Et si les banques ne réagissent pas, sûrement ils vont voir leur PNB qui va fondre, car pour un client, il est inconcevable de payer un service à sa banque qu'il aura gratuitement ailleurs. Le troisième constat, c'est que la DSP2 va avoir un impact direct sur tout ce qui est standard bancaire, en termes de domination sur les standards bancaires, bien évidemment. Et comme vous savez, les banques ont vécu jusqu'à aujourd'hui dans un marché qui était principalement organisé par elles, du fait que c'était les banques qui définissaient les standards du marché à travers les JIE ou les systèmes d'interbancarité. Encore une fois, l'impact de ces mutations aujourd'hui est de venir perturber son modèle traditionnel en positionnant les banques en position de suiveuse, car la DSP2 met tout le monde autour de la table des négociations. Alors, le quatrième constat porte sur la donnée. Comme vous le savez, la donnée vaut de l'or. Du coup, d'un côté, on a les banques qui possèdent beaucoup de données, sauf que maintenant, ils doivent apprendre à les exploiter tout en respectant le cadre réglementaire avec le consentement du client, car il ne faut pas oublier que la banque, il incarne toujours la confiance du client. De l'autre côté, on a les GAFAM qui ont beaucoup de données et qui savent déjà en tirer parti. D'un autre côté aussi, on a les FinTech qui ont des services, mais un peu moins de données, et des clients qui sont plus volatiles et qui ont moins confiance. Le cinquième constat qu'on peut faire concerne le fait que le marketing bancaire est en perte d'information. Comme vous le savez, la banque détient un trésor. Ce trésor qui est la somme d'informations dont ils disposent sur leurs clients.
Et comme vous savez, le marketing bancaire traditionnel repose sur l'exploitation de ces données, puisqu'on puisqu'on l'utilise, on les utilise souvent pour faire du lancement de produits, du scoring, de la personnalisation, du ciblage client, ainsi de suite. Bon, bref, donc tout le système commercial bancaire repose sur la collecte et l'exploitation de ces données. Donc la désintermédiation risque de priver les banques d'une partie de ces données. Si on prend comme exemple aujourd'hui un client, par exemple, qui a effectué un paiement avec une application qui s'appelle PayPal, donc ce paiement va priver la banque de la typologie de ce paiement. Donc on perd des informations par petits bouts et la DSP2, en ouvrant l'accès aux données, vient donc remettre encore une fois en question le modèle traditionnel bancaire, puisque là on touche aux fondations même du modèle. Le dernier constat concerne l'évaporation des clients avec leurs données. Alors ce qui se passe, c'est que la DSP2 et également les autres régulations qui arrivent comme GDPR ou la loi sur la mobilité bancaire vont permettre aux clients de changer beaucoup plus facilement de banque et interdire l'exploitation des données. Donc le client pourra décider de ne pas laisser les acteurs exploiter ces données et surtout va autoriser le client à transférer ces données à un autre acteur concurrent quand il va changer de banque. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des principaux impacts de cette DSP2 sur le modèle traditionnel bancaire. J'espère que cette introduction à la DSP2 et à l'open banking était enrichissante et je vous remercie pour votre attention et au revoir.